le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur One TV et c'est l'heure de la matinale. En effet, cette émission qui offre souvent 3 rubriques. Vous avez la revue des titres, vous avez l'instant du jour et la discussion. Pour la discussion ce matin, on parlera des rhumatismes qui touchent toutes les catégories d'âge au sein de la population et qui sont source d'arrêt maladie. Eh bien, c'est quoi ces affections? Comment se manifestent-elles et quel traitement possible? Mais beaucoup plus vu sous l'angle de la nature. On parlera donc de ces rhumatismes sous l'angle de la biothérapie. Nous sommes toujours dans le mois d'octobre et donc ce mois est consacré au cancer de sein. Alors, si cette affection effectivement survenait, et quelle forme de traitement peut-on adopter et suivant l'évolution ou du moins son stade d'évolution? On en parlera également avec la gynécologue obstétricienne, Dr Amewi Benedita. Mais avant, on marque le premier arrêt, c'est pour parler de revue des titres. Et Baker est avec nous pour cet exercice. Baker, bonjour. Bonjour Amétonou, bonjour à toutes et tous et bienvenue encore dans la matinale. Bienvenue dans la matinale. Bienvenue également à Paul Biya qui est de retour au Cameroun après 7 semaines d'absence et surtout le flou qui a entouré son état de santé au point où certains l'ont donné pour mort. Évidemment, l'opinion est alimentée par le retour du président Paul Biya après des semaines passées à l'étranger. Des humeurs sont passées par là, ce qui n'est pas du goût de tous. Le journal Le Repère dans ses colonnes titre Écho du palais en faux débat politique. Il s'attaque donc à des responsables de ce qu'il qualifie de petits partis d'opposition, son véritable poids électoral, ainsi que certains lanceurs d'alerte en quête de sensationnalisme injectent depuis quelques semaines au sein de l'opinion des contre-vérités puantes. Pourtant, la Constitution ne mentionne nulle part les fameux 45 jours d'absence du territoire national, au-delà desquels le Conseil constitutionnel devra donc prendre des mesures et déclarer la vacance à la tête des institutions. Le retour du vieux aux affaires, ou mieux le retour du fantôme. Le site RFI écrit Cameroun, le président Paul Biya de retour au pays après 7 semaines d'absence et d'inquiétude. La capitale du Cameroun, que d'autres appellent évidemment le continent, s'est préparé ce lundi 21 octobre à accueillir Paul Biya. Le chef de l'État, bientôt 92 ans à la tête du Cameroun depuis 42 ans, était hors du pays depuis cette semaine. Son état de santé a suscité des inquiétudes, fausses nouvelles et communications disparates de la part des autorités. Il fait donc son retour en fin d'après-midi. Et puis mathématiquement, des dispositions ou du moins des questions fondamentales se posent. Cette semaine correspondent à 49 jours. Pourquoi le Conseil constitutionnel n'a-t-il pas pris sa disposition pour déclarer la vacance des institutions? Pourquoi cette semaine hors du pays alors que donc le pays fait face donc à de nouveaux défis majeurs? Si on s'en tient évidemment à son état de santé, pourquoi ne peut-il pas se faire soigner au Cameroun? Redoute-t-il de l'incompétence des médecins ou de l'état piteux des infrastructures sanitaires de son pays? Fait-il également dans le sensationnalisme à l'approche donc des élections en cas d'une éventuelle candidature? Ce qui est sûr, le fantôme est de retour et les Camerounais attendent impatiemment son discours afin pour ceux qui croient encore. De toutes les façons, Paul Biya est de retour au Cameroun. Les Ivoiriens qui généralement appellent les Camerounais les beaux, eh bien eux, ils sont tournés vers octobre 2025, donc pratiquement 12 mois de l'élection présidentielle. Et au niveau des états-majors des partis politiques, ça va dans tous les sens. La CEI également actualise la liste électorale et la presse ivoirienne fait écho donc de cette actualité et au niveau de la politique ivoirienne. Oui, vous l'avez dit, M. Kodevi, ça va dans tous les sens. D'abord, le quotidien Notre Vie, titre Dabo Godé, suspendu du
FPI. Ce dernier a été suspendu de son parti pour avoir assigné le Front populaire ivoirien FPI en justice. Ce conflit interne expose donc les tensions croissantes au sein des partis et les divisions qui pourraient affecter donc son avenir politique. En parallèle à ces conflits, le sursaut et le patriote se rejoignent sur un autre point crucial, la révision de la liste électorale, vous en parlez, pour les élections futures en Côte d'Ivoire. Le patriote met en avant l'urgence avec son titre 22 jours pour faire le plein et insiste sur l'importance pour les citoyens de se faire enregistrer, affirmant que le corps à corps a commencé. Pendant ce temps, le sursaut présente une vision plus institutionnelle avec des déclarations comme celle de Sidi Touré qui appelle à l'union des cadres du RHDP pour une victoire en 2025. L'ancien candidat présidentiel de 2000, fondateur du parti patriote progressiste PPP-CI, souligne que la révision de la liste électorale ne doit pas devenir un champ de bataille politique, mais plutôt un moment d'union nationale. Enfin, toujours dans le contexte de la révision des listes électorales, Notre Vie mentionne le président de la commission électorale, Hubert Koulibaly, qui donc exhorte les populations à cavaler, à s'éloigner de la violence et à œuvrer pour des élections pacifiques donc en Côte d'Ivoire. De la paix, on en parle également au Sénégal, du moins c'est une invite puisque l'actualité dans ce pays est marquée par un climat politique tendu. Là, nous sommes à l'approche des élections législatives anticipées du 17 novembre. Et c'est le journal Les Échos qui met en lumière les prises d'opposition musclées de l'opposant Ousmane Sonko, leader du parti et PASTEF, qui cible directement l'opposition dans son discours. Sonko déballe et cogne l'opposition. Sonko réclame une majorité écrasante à l'Assemblée nationale et souligne avoir déjà récolté 500 millions de francs CFA pour sa campagne, tout en ambitionnant d'atteindre 1 milliard. Il se défend également face aux accusations liées à la gestion des scandales à l'ONAS, Office national de l'assainissement du Sénégal, et à l'ASER, Agence sénégalaise d'électrification rurale, affirmant que ces structures sont exemptes de tout scandale. Parallèlement, Abdoulaye Sylla lance des critiques virulentes à la fois contre Macky Sall et Sonko, soulignant avant de redresser, il faut être honnête. D'autre part, Sud Quotidien met l'accent sur la montée des tensions en cette période préélectorale avec l'arrestation de Bougane Gueye Dany, leader du mouvement Guem Sabop et membre de la coalition Samsa Kadou. Son arrestation pour refus d'obtempérer à Bekel a suscité l'indignation de l'opposition qui exige sa libération immédiate. Le rapport publié récemment sur la gestion du président Macky Sall continue de faire débat avec Mohamed Dia qui anticipe une gouvernance difficile pour Diomaye Faye, futur leader potentiel. Enfin, Walf Quotidien aborde également l'arrestation de Bougane Gueye sous l'angle de restriction des libertés imposées aux opposants politiques, qualifiant la situation de la loi du plus fort. Selon son avocat, les accusations portées contre Bougane sont ridicules et l'opposition dénonce une instrumentalisation donc de la justice à des fins politiques. L'Alliance Sénégal menée par Alioune Sarr de son côté a déclaré son soutien au PASTEF d'Ousmane Sonko dans ces législatives anticipées du 17 novembre prochain au Sénégal. Merci donc à vous, Baké, pour cette revue. On vous retrouve demain pour d'autres titres à la une et proposés donc par les confrères. On continue donc cette émission avec l'instant du jour. La meilleure option en fonction du stade de la maladie, ce sera nous ou bien les cancérologues qui vous diront après avoir stadifié. Il faut savoir qu'on a la chirurgie, c'est l'opération. On peut enlever le sein totalement ou bien on enlève et on conserve. On fait un traitement radical en enlevant totalement le sein, ablation du sein. On enlève totalement, vous n'avez plus de sein. Mais le sein,
c'est pour allaiter et puis pour être joli, donc on peut mettre des prothèses. Ça, c'est pas encore un problème. C'est un peu un problème, mais pas trop. On peut aussi faire un traitement conservateur. On enlève les nodules et on tue et on n'enlève pas les seins totalement. C'est le traitement conservateur. Mais souvent, le traitement conservateur, on ne le fait pas ici au Togo. C'est rare parce que après, il faut vraiment un suivi. C'est pas évident. Donc, souvent, quand c'est le cancer du sein, on préfère faire un traitement radical avec mastectomie, curage ganglionnaire, etc. On a aussi, il y a la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est prendre des produits chimiques, des injections, des produits chimiques pour pouvoir traiter le cancer du sein. Pour la chimiothérapie, des fois, il y a les effets indésirables, les nausées, la chute des cheveux, la diminution des globules blancs. Il y a beaucoup de choses qui l'accompagnent, mais c'est la chimiothérapie. Il y a la radiothérapie qui sert à envoyer des radicaux, des rayons X pour détruire les cellules cancéreuses de l'organisme de la femme. Aujourd'hui, gloire à Dieu, on a le centre de radiothérapie au Togo, à Amanda Romé. Et ça, c'est une grâce parce qu'avant, on devrait aller à Accra ou au Mali avant de faire une radiothérapie. Donc aujourd'hui, on peut en faire au Togo. Il y a l'hormonothérapie. Ça, c'est les médicaments qu'on doit prendre pendant une longue période. Ça peut aller jusqu'à 6 ans, 7 ans, sur 10 ans même pour l'hormonothérapie. Pour un cancer du sein. Ça veut dire que si quelqu'un a eu un cancer du sein, ça veut dire que c'est pour une longue période. C'est pas que j'ai eu un cancer, on m'a traité, c'est fini. Après, il faut suivre pratiquement toute la vie de la personne. Ces traitements, ce n'est pas qu'on choisit un. Selon le stade, selon la façon dont on doit faire le traitement, pour chaque patient, on peut avoir à faire tous ces traitements. Les 4, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et l'hormonothérapie pour une personne. Il y a aussi des traitements ciblés qui sont là actuellement où on doit faire des traitements avec des produits bien ciblés. Aujourd'hui, ça a vraiment évolué le traitement du cancer du sein. Surtout quand on le découvre tôt. Mais quand on le découvre tardivement, des fois, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut pas arrêter la maladie, tout ce qu'on peut faire parce que on a un sein qui est malade avec une peau qui sent, une plaie. On fait juste une chirurgie de propreté et on suit, on accompagne le patient et Dieu fait le reste. Sinon, il n'y a pas grand chose. Il faut pouvoir faire une bonne stadification. Quand on dépiste tout le cancer du sein, on peut le traiter et on a plus de chances d'en guérir. Mais lorsque on le dépiste très tardivement, la chance de guérir est très fin. Déjà tôt, vous voyez qu'il faudra faire des périodes et puis il faut surveiller pendant pratiquement toute la vie de la personne. Maintenant, si on le dépiste tard, vous voyez un peu ce qu'il en est. De parole, ce sera une bonne chose, mais il n'en existe pas, à ma connaissance. Il n'en existe pas. C'est des gens, par exemple, qui ont eu le cancer, qui essaient de s'organiser pour dire aux gens de venir, mais c'est pas bien systématisé, c'est pas bien organisé. Les médecins qui font la cancérologie, qui opèrent les cancers, qui font la chimiothérapie, etc., ils veulent bien, mais on n'a pas de groupe bien organisé. Je pense qu'il est temps de faire des groupes de parole bien organisés pour pouvoir s'en occuper. Maintenant, le soutien psychologique, des fois, lors des traitements, on envoie les patients vers les psychologues pour qu'ils puissent discuter avec eux et pouvoir les accompagner. Mais si je peux dire ainsi, surtout au Togo, c'est la famille. C'est les parents, c'est les pasteurs, c'est les hommes d'église, etc. qui constituent ce soutien qu'on a. Donc je pense qu'il faudra vraiment organiser la chose pour que les groupes de parole puissent être vraiment bien organisés pour pouvoir soutenir tout au moins psychologiquement. Parce que financièrement,
c'est les familles qui s'en chargent. Et ça pèse très lourd sur les budgets des familles. Ça pèse très lourd. Voilà, donc les différentes formes de traitement lorsque le cancer est déclenché chez un patient. Vous venez donc de suivre la gynécologue obstétricienne Améoui Bénédicta. Monsieur Ivy Blivon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dans le traitement biothérapeutique de ces affections. Le cancer de sein, en tant que citoyen de cet âge, vous devrez en entendre parler. Est-ce que vous l'avez déjà croisé une fois? Oui, plusieurs fois. Et en ce moment, j'ai, je crois, 3 patientes atteintes de cette affection. Donc c'est réel? C'est réel, oui, bien sûr, c'est réel. Malgré les campagnes de sensibilisation pour une détection tôt? Oui, bon, est-ce que tout le monde suit ces campagnes de sensibilisation? Le mal ici au Togo, c'est que nous ne sommes pas éduqués sur les médias ou bien sur le suivi des médias. Vous voyez, sous d'autres cieux, chaque jour, on est tenu de consulter son journal. Mais ici, ce n'est pas le cas. Personnellement, j'ai commencé ce projet de biothérapie il y a, disons, 9 ans ou 10 ans. Il y a des gens qui disent qu'ils ne m'ont jamais croisé nulle part, même sur les médias, dans mon quartier. Et les endroits où je fais des sensibilisations sur les antennes rurales, il y a beaucoup qui disent avoir ignoré ça ou bien ne jamais entendre parler de la biothérapie ou bien du centre biocuratif. Vous voyez, donc c'est malheureux, c'est malheureux. Et les cas que je reçois sont des cas désespérés. Vous voyez, déjà, une fois que l'affection atteint un certain niveau, bon, on ne peut plus rien. C'est un peu comme ce qu'elle a dit, Si, Dieu si. fait le reste, donc vous accompagne doucement vers la mort. Bon, dans mon cas, j'ai pas la grâce de Dieu, il faut toujours appeler les choses comme elles sont. J'ai trouvé des molécules naturelles qui bloquent la réplication de l'ADN des cellules cancéreuses. Et donc c'est par ça que je commence. Donc quand le patient, bien la patiente, puisque c'est plusieurs types de cancers, quand les patients arrivent comme ça, on leur administre ces genres de produits, on sent une amélioration. Mais par la suite, quand c'est trop avancé, le traitement s'arrête faute de moyens. Donc, elle a souligné un cas là, bon, un centre voilà, de radiothérapie qui se trouve à Mandaomé. Je l'ai connu par une autre patiente qui est passée par là, mais radiothérapie et la chimiothérapie. Mais ça abat véritablement le corps. La patiente se trouve très très fatiguée, déprimée et puis tout à la fois. Donc, pour avoir entendu parler de mon centre, elle est arrivée. En une semaine, on a réussi à lui renforcer ou bien restaurer le corps pour une meilleure condition de vie. Donc, les fatigues récurrentes, tout s'en sont estompées. En tout cas, on est là encore quelques jours pour finir le mois d'octobre. La sensibilisation doit continuer au-delà d'octobre parce que la gynécologue a souligné beaucoup d'aspects très très importants de la vie. Il dit lorsque le cancer atteint un certain stade, vous êtes suivi tout au long de la vie. Donc vous allez passer encore sur la terre parce qu'on en guérit pas définitivement. Donc cette campagne de sensibilisation doit être prise au sérieux. Si. Bon, je voulais souligner un point. Ce n'est pas parce que le cancer atteint un certain niveau. Mais une fois qu'on détecte que vous avez un cancer, il faut un suivi, puisque on ne connaît pas précisément les causes. Donc, mieux vaut être suivi tout au long de sa vie. Et ça nécessite des moyens. Ça nécessite des moyens et puis aussi beaucoup d'investissement moral. Je crois que quand vous êtes diagnostiqué, avoir des cellules cancéreuses dans le corps, il faut chaque fois vérifier. Il faut chaque fois vérifier, puisque mon traitement se base sur
le fait de booster le système immunitaire. Donc quand la personne a un système immunitaire au point, je crois qu'il peut lutter ces affections. Voilà. Merci donc à vous. C'était une parenthèse donc, pour amorcer le talk du jour. On retrouve donc la cause. Alors, chers téléspectateurs et chers Yvigan, alors selon un sondage de l'IFOP, ça c'est en Europe, beaucoup plus en France, réalisé pour l'INSERM en 2016, un Français sur 2 souffrait de douleurs des articulations, dont un jeune sur 9. 9 millions de Français étaient atteints d'arthrose et 600 000 de rhumatisme inflammatoire chronique. Les rhumatismes sont une des causes principales d'incapacité et également de handicap. La plupart du temps, ce sont des affections qui touchent toutes les catégories de population et sont une raison majeure d'arrêt maladie au travail. Douloureux, ils augmentent la mortalité en provoquant une sédentarité qui favorise les maladies cardiovasculaires et également le cancer. On verrait donc d'en parler. Alors, si le rhumatisme est un terme générique, quelle affection regroupe-t-il? Quelles sont ses causes, ses symptômes et comment peut-on le soigner? Bien-être, rhumatisme, quelle approche propose donc la biothérapie? Mesdames, Messieurs, vous avez compris, c'est donc de ça que nous allons parler. Et pour ce faire, c'est avec Aïtegan Saturnin Aïvi Blibo. Vous êtes biothérapeute, promoteur du centre biocuratif, un habitué donc de ce plateau. Ceux qui nous suivent régulièrement vous connaissent déjà. Merci encore une fois d'être au rendez-vous. Merci à vous aussi pour votre invitation. Alors, voilà donc un tableau qui est peint. La plupart du temps, les pays africains, nous souffrons beaucoup plus de l'actualisation des statistiques. Ces affections ne manquent pas sur le continent. Malheureusement, pas très documentées et mises au jour. En tout cas, le cas de l'Europe, beaucoup plus de la France, est évoqué. Ces affections sont véritablement à prendre au sérieux. Alors, comment peut-on savoir si l'on souffre de rhumatisme? Oui, le rhumatisme, comme vous l'avez introduit, le rhumatisme, au fait, est une affection qui touche les articulations, les muscles. Bon, c'est un terme générique qui englobe beaucoup d'affections. On le ressent premièrement par les douleurs articulaires ou dans les muscles, des courbatures. Voilà ce que je peux dire. Si vous ressentez cela, vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas le bon point. Vous vous étirez, vous avez mal un peu partout. Et le plus souvent, on se dit que ce sont les activités de la veille qui entraînent tout ça. Mais c'est assez faux. Plutôt quand on travaille beaucoup et on a un corps qui répond, lorsque vous vous réveillez, vous devez vous sentir en pleine forme. Et c'est mon cas. Donc tant que je ressens des douleurs au réveil, quel que soit même bon. Même pas au réveil, ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Et c'est des douleurs articulaires. Articulaires, musculaires. Automatiquement, il faut se dire qu'on a reçu un coup rhumatismal. Alors si c'est le cas, quelles sont les causes éventuelles de ces rhumatismes-là? Oui, les causes, disons, elles aussi sont classées par groupe. Les causes sont d'ordre génétique. Et là, c'est mon cas. Vous voyez? Vous souffrez de rhumatisme aussi? Bon, oui, d'arthrose. Là, c'est génétique. On va en arriver tout à l'heure à la différence, arthrose et autres. Là. Voilà. Oui. Donc, vous avez parlé de causes génétiques. Il y a la cause génétique, il y a la cause environnementale. Ce 21e siècle en allant est propice à la recrudescence du rhumatisme presque chez tout le monde. Dû à quoi? Au stress oxydatif. Notre mode de vie. Vous voyez déjà, ici nous sommes sur un plateau de télévision. Nous utilisons de l'énergie. À la fin du mois, il faut honorer ses factures. Tout à fait. Il faut payer les employés, tout. Vous voyez déjà, ça c'est sur la tête de la direction. Et vous aussi qui êtes devant moi, vous avez aussi d'autres obligations. Vous avez une voiture, vous ne marchez pas, vous roulez, vous voyez déjà. Et cela implique
beaucoup d'anticipation sur les sources de revenus. Donc ça crée automatiquement un stress. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Alors qu'il y a des imprévus. Et tout ça là crée une situation qui n'est pas naturelle. Donc automatiquement, l'organisme, surtout le foie, les organes vitaux, le foie, les reins, la rate, le pancréas, les poumons, reçoivent ce coup et ont une incidence sur le cœur. Ouais, déjà. Et tout ça là crée un métabolisme, bien une production de l'acide urique. Surtout cet acide-là, une fois qu'il n'est pas bien excrété, bien éliminé, il crée donc ces douleurs articulaires. Ouais, déjà. Bon, il y a aussi le côté alimentaire, la diététique. C'est le gros du problème, parce qu'on mange n'importe comment. Et les crustacés sont à la base. Les crustacés. Ouais, déjà, je m'appelle Aïtega. Aïtega, ça suppose quoi? Au bord des cours d'eau. Et nos anciens, nos ancêtres, nos parents nous ont appris à consommer ce qui nous environne. Les crustacés, quand on parle de crustacés, c'est quoi? Ce sont les crabes, les crevettes, les langoustes, quoi aussi, si je n'ai pas oublié. Bon, il y a aussi les mollusques. Les mollusques, on a l'escargot, les moules, les huîtres, tout. Il y a aussi quoi? Les viandes rouges. Ouais, voilà. Là aussi, quand on mange les viandes rouges, puisque toutes ces substances-là, leur produit d'oxydation, bien de digestion, crée beaucoup d'acide urique. L'acide urique, c'est une substance, bon, on va appeler ça comme ça. C'est une substance chimique qui est à la base aussi de ces inflammations. Quoi aussi, à part la nutrition, il y a aussi la consommation de la bière. Donc, pourquoi on dirait que tant de sociétés de brasserie que nous avons dans nos États, voilà. Et le taux de consommation tous les jours, voilà. Le week-end. Et surtout aussi les sucres raffinés. Les sucres raffinés. Le corps ne reconnaît pas tellement le sucre raffiné, il reconnaît mieux le sucre naturel. Quand vous prenez la canne à sucre, le corps assimile ça mieux que le sucre en poudre qu'on vend. Personnellement, quand je prends certains sucres en poudre, j'ai les maux de tête. Ouais, c'est là où j'ai commencé par pousser ma curiosité à savoir cette différence. Donc, c'est ce que je peux citer. Il y a aussi la consommation de certains produits, de certaines tisanes qui créent tout ça. Mais en quoi la bière participe à déclencher le rhumatisme? C'est de l'eau quand même. C'est de l'eau, mais non, ce n'est pas. C'est un mélange. La bière est une solution. C'est une solution. Bon, quand on dit solution, c'est un liquide dans lequel il y a beaucoup de choses, de composés dissous. Voilà. Donc, il y a le composé principal qu'on appelle les purines. Les purines, ça, c'est un terme chimique là, qui, dans la dégradation, donne beaucoup l'acide urique. Donc, ce qu'il faut, je n'interdis pas aux gens de consommer, mais il faut apprendre à connaître son corps. Il y a certains qui éliminent ça facilement, d'autres sont en insuffisance. Et c'est avec l'âge, et avec le temps plutôt, qu'on développe ces genres de symptômes. Alors, tel que ça se présente, nous l'avons vu au cours de la préparation de cette émission, qu'il y a plusieurs formes de rhumatisme, vous l'avez reconnu également. On fera tout à l'heure la différence entre rhumatisme et arthrose. Mais est-ce que, tel que vous le dites, effectivement, au vu de l'introduction, en fait, tous les âges de la société sont exposés? Oui, bien sûr, bien sûr. Enfants comme adultes, vieillards. Oui, tout le monde, toutes les tranches d'âge sont exposées. Personnellement, je reçois certains enfants en moins de 15 ans ont déjà les problèmes de dos. Vous voyez? Est-ce que c'est lié au volet génétique dont vous parlez, oui, ou c'est vraiment les conditions dans lesquelles il y a certains cas qui sont liés au volet génétique. Il y a d'autres qui sont liés au traumatisme, donc accidentel. Et d'autres, c'est une malformation. Voilà, donc il y a tout.
une malformation. D'autres aussi sont liés à la carence alimentaire. Alors, rhumatisme, arthrose, vous parlez tout à l'heure d'arthrose dont vous souffrez. C'est quoi la différence? Bon, l'arthrose, le rhumatisme plutôt regroupe tout cela. Donc l'arthrose est une forme de rhumatisme. Mais avec cette spécificité que l'arthrose intervient avec l'âge. Donc c'est l'usure des tissus conjonctifs, des articulations. Donc si on peut définir ainsi l'arthrose. Donc c'est ça la différence. Alors, rhumatisme, est-ce qu'il y a, puisque vous l'incluez, arthrose, je veux parler, vous l'incluez donc dans la classe des rhumatismes dans leur ensemble, est-ce qu'il y a des degrés d'incapacité associés à cette affection? Oui. Lorsqu'on parle de rhumatisme, par exemple, les causes, bien sûr que sont liées à l'âge, mais avant que cette affection ne s'installe, il y a des conditions ou des situations qui la favorisent. Et surtout, ça s'intéresse aux articulations. Arthrose, arthrose, donc arthrite, inflammation des articulations. Ça peut être dû aux infections bactériennes, vous voyez déjà. Ça peut être dû aussi à une carence alimentaire, mis à part le volet génétique, hein, puisque ça peut être aussi dû à l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est un phénomène naturel qui fait que les os soient beaucoup plus fragilisés ou bien soient, comment est-ce qu'on dit ça, ne jouent pas tellement ou bien ne sont pas au bon point. Vous voyez. Ça peut être dû aussi à une réaction auto-immune. C'est-à-dire que le système immunitaire s'attaque aux articulations. Donc, dans les articulations, nous avons le tissu qu'on appelle le cartilage. Nous avons les membranes qui couvrent cette chambre-là, qui contient la synovie, et ainsi de suite. Bon, ça peut être aussi dû à un certain type de sport ou de travail où les articulations sont obligées de supporter de fortes charges. Ça peut être aussi dû à la sédentarité. La personne est obèse. Vous voyez déjà. Donc, ces genres de situations, si elles sont bien étudiées et éliminées, je crois qu'on réduit cette ampleur de l'arthrose. Dans mon cas, par exemple, c'est familial. C'est familial. C'est héréditaire alors? Oui, c'est héréditaire. Donc, j'ai eu à étudier ça sur ma personne. Et j'ai réduit considérablement son impact sur ma vie. Ensuite, je l'ai appliqué à d'autres et ça marchait. Ouais, déjà, j'ai mes enfants, mon Benjamin qui va avoir 17 ans bientôt, il présente ces symptômes. Son grand frère aussi. Ouais, déjà. Mais ce n'est pas tout le monde dans la famille. Mon père en avait aussi. Ouais, et nous avons des tantes. J'ai même une tante en Allemagne qui est bourrée de puces. Vous voyez, c'est très avancé. Donc, quand j'ai découvert cela un peu plus tôt, j'ai pris mes dispositions avant-gardistes. Et aujourd'hui, vous me voyez sur mes deux pieds, voilà. Alors, est-ce que dans ce cas de figure, on peut dire que le rhumatisme, puisque les chercheurs l'ont évoqué également, cette cause de cancer, mais également de mort, parce que quand on parle de cancer, on parle naturellement de mort. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine espérance de vie en la matière? Bon, et oui, bien sûr, toute affection, bien toute maladie, si elle est dépistée un peu plus tôt et bien suivie, on peut l'endiguer. On peut l'endiguer. Et donc dire que il n'y a pas d'espérance de vie, je ne crois pas. je ne crois pas. Mais tel que vous présentez le schéma, est-ce qu'il faut vraiment craindre les rhumatismes? Qu'on le craigne ou pas, nous sommes déjà dedans, comme on dit en bon africain. Tout le monde y est. Nous sommes dedans parce que c'est la conséquence d'une vie normale. Donc, ce qu'il faut faire, c'est changer son mode alimentaire. Par exemple, des gens qui, durant toute leur vie, ils sont prédisposés à cette pathologie. Mais ils n'en tiennent pas compte dans leur alimentation. Qu'est-ce qu'ils espèrent avoir?
depuis que moi j'ai constaté cela, j'ai arrêté la consommation des crustacés. Avant, j'avais souvent des urticaires. J'ai arrêté. J'ai arrêté aussi la consommation. Bon, de toute façon, j'en prenais pas quand même de l'alcool. Et s'il faut en prendre, il faut être sûr que ce que vous prenez, votre corps peut éliminer après la digestion. Voilà, donc ça demande une connaissance, un minimum de connaissance en la matière. Donc, ce qui me pousse à conseiller à tout le monde de s'y intéresser. Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je ne dois pas prendre? Par exemple, lorsqu'on dit de ne pas prendre, il y a une dose de paracétamol à ne pas dépasser, par exemple. Quand moi j'apprends des choses comme ça, je me dis quoi? Moi j'ai fait la statistique en physique, la micro, la physique, comment dit-on là? Bon, le terme m'échappe, ça fait un peu longtemps. Donc, à l'échelle microscopique, on évalue. Donc ça, c'est par statistique. Ça. Vous évaluez. Si à l'échelle macroscopique, une utilisation ou bien une procédure peut créer un dommage, disons que ça a commencé à l'échelle microscopique. Oui. Donc, si c'est ainsi, mieux vaut carrément y renoncer. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je me donne raison. Oui. Est-ce que ce n'est pas difficile aussi? Parce que oui, c'est difficile. Les crustacés dont vous parlez, si vous êtes un friand de ça, surtout la bière, ouais. Partout où vous passez, on vous sert de l'eau, c'est la boisson qui suit en même temps, soit c'est l'alcool, ouais. Premier degré préparé chez nous, c'est le whisky ou bien c'est la bière qu'on vous sert. Ouais. Et pendant longtemps, on est habitué. Est-ce qu'on peut se lever un matin et dire non, c'est justement, ça fait aussi partie de la vie. Je crois qu'un homme, c'est celui-là qui, devant des défis, peut prendre des décisions louables. Donc, c'est ce que nous devons cultiver en nous. Sinon, ce monde-là ne serait invivable. Par exemple, quand j'ai découvert à l'université, quand j'étais étudiant, que les crustacés sont quelque part à la base de certaines pathologies, je me suis dit que, bon, il faut que j'arrête. Ben, bon, je ne vais pas vous cacher ce côté. Je l'ai découvert aussi dans la Bible. Vous savez que la foi va avec. Quand j'ai découvert ça, et ça a prouvé. Et puis, j'ai été catégorique. Qu'est-ce qu'il y a dit dans la Bible? Ben, dans la diététique, je crois que c'est dans les Lévitique, de ne pas manger les crustacés. Ce n'est pas de la nourriture pour notre corps. Ben, ils ont été créés pour assainir les fonds aquatiques. Vous voyez? Donc, ce que le Dieu d'Israël a déclaré là-bas, je l'ai mis à l'épreuve pour voir ce que ça va me donner. Bon, loin du fanatisme, hein, vous voyez, je suis un chercheur. Il faut utiliser. D'ailleurs, la Bible est un livre scientifique, comment dit-on là, anthropologique, tout ce qu'on veut. Donc, cette partie-là, je l'ai utilisée. J'ai vu que ça va. Parce que chaque semaine, je sentais toujours des crises d'urticaire, ce qu'on appelle aclabie dans notre langue. Donc, quand j'ai commencé par mettre ça en pratique, stop. Oui. Donc, j'ai voulu voir le volet scientifique et j'ai trouvé que, effectivement, les crustacés, la digestion des crustacés crée beaucoup d'acide urique. Voilà. Quoi aussi, la boisson aussi, je l'ai arrêtée. Mais il n'y a pas longtemps que j'ai su que les sucres aussi sont quelque part à la base aussi de ces genres d'affections. Parce que j'ai constaté quand je prends le thé le matin, là, avec, bon, pas le thé, ce que nous appelons souvent thé, avec du lait et de la poudre de cacao ou bien du café, j'ai du mal à exécuter tous les mouvements. Donc j'ai poussé la curiosité de savoir pourquoi. C'est en 2017 que j'ai constaté que la consommation des produits laitiers aussi est aussi à la base des crises de rhumatisme. Donc quand j'ai arrêté ça aussi, correct. Est-ce que c'est votre organisme qui ne répond pas ou c'est général? Justement, quand je le constate sur ma personne, j'ai ces patients qui viennent et je prends ça comme hypothèse de base. Et j'essaie, je dis par exemple, qu'est-ce que vous prenez dans votre alimentation? Quand le patient me liste le contenu de son alimentation, alors je le conseille
je la conseille ou bien je le conseille, ça dépend du patient, d'éviter ou bien d'arrêter tel. On va voir ce que ça va donner. Et au même moment, j'ai des produits bio qui aident le corps à éliminer ces genres de substances qui sont à la base de la réutilisation. Donc, sur 2, 3, 5, 10, 20, j'ai les mêmes résultats. Alors, je conclus. Donc, vous faites de l'empirisme pour parvenir donc aux résultats scientifiques. Bon, là, c'est pas tellement de l'empirisme, c'est le début même de la recherche scientifique. Parce qu'on ne peut pas se baser sur un résultat, sur un faible nombre pour conclure. Donc, quand je suis face à certains résultats, je cherche maintenant dans la base des données de la plupart des sites scientifiques pour voir ce que c'est. Et je recoupe les résultats pour déduire maintenant quelque chose. Et c'est ça que j'applique jusqu'à la prochaine contradiction. Alors, puisque nous sommes au niveau donc de la biothérapie, le thème d'ailleurs c'est de savoir les approches de traitement que propose la biothérapie face donc à ces différentes affections qui se regroupent dans la formule générique de rhumatisme. Alors, comment vous les traitez ou, dans un premier temps, les prévenir? Vous avez déjà donné beaucoup de pistes pour les prévenir tant soit peu, mais quand l'affection est là et on vous dit que le papa n'arrive plus à se lever parce que l'arthrose est là, ou qu'un enfant peut-être obèse soit-il ou non, n'arrive donc plus à tenir vraiment sur ses jambes parce qu'il a mal au dos ou au genou, quelle solution vous proposez en termes de traitement? Voilà, c'est bien posé comme question. Lorsque je me trouve face à une pareille situation, la première des choses à faire, c'est de soulager le patient ou bien le malade. En faisant quoi? En lui administrant des anti-inflammatoires bio. Les anti-inflammatoires bio, le plus simple, c'est le curcuma, la curcumine. L'anti-inflammatoire le plus simple, c'est le curcuma. Lorsque j'ai des huiles essentielles de curcuma, puisque là, l'absorption est rapide. Lorsque le patient prend cela, je le suis au cours d'une certaine durée, de 10 à 15 minutes. Si les douleurs ne diminuent pas, alors j'ai un autre anti-inflammatoire. Bon, c'est une composition. C'est une composition. C'est d'origine chinoise. Ils sont très avancés dans ça. Donc, je lui donne et là, automatiquement, ça s'estompe. Dans la composition, il y a des diurétiques. Donc, ça active les fonctions rénales pour excréter les urines, donc, y compris l'acide urique. Bon, maintenant, dans la composition, il y a aussi d'autres substances qui inhibent la fonction, les transmetteurs nerveux. Par exemple, quand vous prenez le paracétamol, par exemple, la fonction assurée par le paracétamol, c'est cette même fonction que ce composé bio assure. Donc, puisque le corps reconnaît beaucoup plus facilement les substances naturelles, et il y a une certaine affinité, je préfère ça aux produits chimiques qui viennent imposer leur dictat au corps. Ouais, déjà. Donc, c'est comme ça que je fais au prime abord. Maintenant, je cherche la cause de ce rhumatisme. Est-ce que c'est l'obésité? Est-ce que c'est le diabète? Le diabète aussi peut engendrer ça? Oui, bien sûr, puisque le diabète crée beaucoup de dommages. Vous voyez? Est-ce que c'est... Quoi aussi peut créer cela? Est-ce que c'est un traumatisme physique? Lorsqu'on fait tout cela, on fait tout ce tour-là, on commence maintenant par s'intéresser à la cause. En traitant la cause, la conséquence qui est la maladie commence par partir progressivement. Maintenant, dans certains cas, il faut toujours ajouter la physiothérapie. La physiothérapie, c'est la gymnastique, pas n'importe quel sport aussi, et surtout le massage, la kinésithérapie et la réflexologie. Et c'est sur ça que je me tiens maintenant, la réflexologie. C'est beaucoup de choses à la fois. Bon, pas trop. On commence par indiquer aux patients certaines parties de la plante des pieds ou de la paume des mains où il faut appuyer. Et quand c'est sérieux,
on lui conseille un réflexologue, carrément un réflexologue. Parce que là aussi, moi-même, j'en suis consommateur. Ouais, il suffit qu'on vous appuie certaines parties du corps et puis voilà, vous vous sentez revigoré. Ah Ouais, oui. ouais, oui, si. C'est comme ça que nous procédons. Et ce traitement est beaucoup plus avantageux. En termes de coût, ce n'est pas trop quand même, lorsqu'on s'y prend tôt. Vous parlez tout à l'heure de gymnastique, et donc ça veut dire qu'il y a aussi des thérapies physiques et surtout oui. la rééducation qu'il faut faire dans ce sens-là également. Justement, c'est dans ce lot que je regroupe, que je désigne la physiothérapie. La physiothérapie tient compte des différentes techniques physiques utilisées pour résoudre ce problème, y compris les sports. Par exemple, la gymnastique, dans les salles de sport, on peut vous demander de faire certains mouvements dans l'intention de corriger certaines positions articulaires, surtout de la colonne vertébrale, ainsi de suite. Donc ça, c'est pratiqué par des spécialistes. Oui, parce qu'à l'entame, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a certaines formes de sport aussi qui peuvent engendrer cela parce que peut-être le corps est appelé à supporter plus de poids, de charge qu'il en fallait. Oui. Alors, comment peut-on savoir? Parce qu'en même temps, on nous dit qu'il faut faire le sport pour être en bonne santé et dans le même temps, le sport peut être cause également de maladies. On fait comment? Oui, voilà. Le sport qui entretient le corps n'est pas ce sport professionnel que nous connaissons. Vous voyez, par exemple, je prends les stars de football. Vous allez constater que dans chaque équipe, il y a toujours un kinésithérapeute ou bien un kiné. Pourquoi? Justement parce qu'ils utilisent le corps au-delà de ses capacités. Donc, il faudrait que, en aval, qu'on prenne les précautions pour corriger les dommages qui ont été créés à travers cette utilisation excessive. Par exemple, vous avez l'haltérophilie, où on prend des charges exorbitantes. Voilà. Donc, après ce sport, il faut prendre soin du corps et corriger les dommages que cela aurait causé. Mais si vous me posez cette question, ça veut dire que dans la vie normale, dans le cours normal de la vie, quel type de sport il faut faire, il faut pratiquer pour être à l'aise. Il y a la marche. Il y a la marche de 30 minutes par jour. Vous voyez, par exemple, ça aide le cœur à battre et puis éliminer beaucoup de choses. Il y a, par exemple, certaines positions où on vous demande de vous poser ou bien de vous tenir sur votre plante des pieds, et votre pointe des pieds. Vous voyez, vous vous tenez comme ça pendant un certain temps. Après, vous faites le mouvement contraire. Vous vous tournez, ainsi de suite. Donc, ce sont ces genres de choses qu'il faut faire. Lorsque vous le faites et que vous n'arrivez pas à avoir gain de cause, alors allez consulter. Mais quand on parle de la marche de 30 minutes, parfois on dépasse ça, mais pourtant on se sent fatigué. Ça voudra dire qu'on ne le fait pas bien, ou bien c'est quel type de rythme il faut adopter dans cette marche? Voilà, vous introduisez aussi un autre thème. La plupart des patients qui viennent chez moi me disent que moindre fois ils sont fatigués. Moindre fois ils sont fatigués. Et cela est dû à quoi? Cela est dû à une insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que le cœur n'arrive pas à bien aspirer le sang et le relâcher. Ça, c'est la cause principale. Donc, le corps n'est pas bien oxygéné. Donc, c'est ça qui fait que on a des réveils, des réveils matinaux un peu difficiles. Vous êtes là, vous vous sentez très abattu. Tout ça là inclus. Donc, lorsque vous traînez plusieurs pathologies, cela peut expliquer ça aussi. Et surtout, cette fatigue-là qu'on ressent lorsqu'on marche un peu, relève de l'insuffisance cardiaque. Donc, lui aussi, le cœur à son tour aussi, a cette pathologie à cause d'une insuffisance rénale-hépatique. Donc, c'est comme ça. Et eux aussi, ils sont touchés à cause d'un mauvais équilibre du microbiote, c'est-à-dire des viscères. Ouais, donc, tout commence par le ventre. Et c'est comme ça que je procède. Et les gens recouvrent la santé. Alors la marche, c'est comme on le dit de façon vulgaire ou ordinaire,
Il faut une marche militaire ou bien il faut simplement marcher Voilà. 30 minutes? D'abord, ça À son dépend. rythme. Ça dépend. Il faut maintenir un rythme constant. La marche ordinaire, vous commencez comme ça pendant 30 minutes non-stop. Vous voyez déjà, et ça ressemble à une marche de voyage dans le temps. Vous voyez déjà. Voilà. Et si vous voulez améliorer, chaque jour, vous devez augmenter un peu Le temps. pas le temps, toujours les 30 minutes, mais la cadence. Je peux appeler la fréquence. Ok. Ou bien, c'est ce qu'on peut appeler la performance. Ouais, déjà, voilà. Donc ceux-là qui n'ont pas le temps, ils ont les moyens, ils ont le tapis roulant. Et ce dispositif-là sur lequel on court là. Oui. Voilà, vous réglez. Voilà. Et il faut transpirer, il faut faire battre le cœur. Bon, là aussi, je propose qu'avant de faire ça, il faut utiliser, par exemple, de l'ail en petite quantité. Il ne faut pas être anémié avant de faire ça. De l'ail, ou bien du curcuma, ou bien de l'oignon. Ce sont des fluidifiants sanguins bio. Bon, à part les produits spécifiques que nous utilisons, il faut l'avoir dans le sang et pratiquer ce sport. Ça aide à diminuer le taux de caillots de sang, des thrombus, quoi. Ouais. Alors, toute marche qui ne concourt pas à la transpiration n'est pas bénéfique pour l'organisme. Ce n'est pas bénéfique pour l'organisme. Il faut transpirer. Il faut transpirer. Donc, vous pouvez marcher doucement. Doucement, ça dépend. Si vous avez des arthroses, on ne vous demande pas de trop vous user. Donc, marchez à votre rythme. Marchez à votre rythme. Et si vous sentez trop de douleur, alors il faut utiliser les anti-inflammatoires bio. Nous avons aussi le gingembre. À part, il y a aussi les clous de girofle. Ouais, ce sont des trucs qu'on peut pratiquer à petits coups là et puis trouver une solution. Trouver une solution, la biothérapie donc prône beaucoup plus l'activité sportive, mais également des produits naturels pour parvenir à guérir ces affections. Vous avez parlé de ce muscle, le cartilage, qui protège surtout les articulations. Mais est-ce que ces produits, et surtout le sport, peuvent participer à sa régénérescence si entre-temps Oui. Il a été défectueux, ce muscle-là? Oui, ça dépend du degré de dégénérescence ou bien de dégâts, de dommages. Le cartilage, vous allez voir qu'il n'est pas vascularisé. Vous voyez? Et curieusement, lorsqu'on a ces problèmes d'articulation, une des voies de traitement consiste à marcher. Mais pas trop. C'est ça qui est paradoxal. Donc, il se régénère lorsqu'on le cogne. Ah bon? Voilà. Vous voyez? Donc, puisque dans les articulations, il y a cette collision-là entre les deux têtes d'os. D'autres aussi estiment que c'est l'assèchement de ce liquide qui facilite voilà. ce mouvement au niveau des articulations. L'assèchement donc de ce muscle, de ce liquide par exemple, engendre la destruction du cartilage. Oui, puisque tout compte fait, il faut étudier la cause de l'arthrose en question. Il faut étudier la cause. S'il y a la synovie et que la personne a ces genres de douleurs, ça peut être dû à une infection bactériologique. Donc, il faut utiliser les antibiotiques. Nous, on utilise les antibiotiques bio, pas les antibiotiques chimiques. Nous avons des antibiotiques bio. Et au même moment, dire à la personne de marcher un peu, et ça se guérit. Maintenant, s'il y a un assèchement du milieu, alors là, c'est autre chose. Il faut procéder par là d'abord, parce que deux cartilages qui s'affrontent, sans synovie, vont s'user davantage. Donc, carrément, il faut une immobilisation et chercher à trouver une solution à cet assèchement-là. Est-ce que c'est la déchirure de la membrane ou quoi? Voilà, donc c'est comme ça que nous procédons. Il n'y a pas une voie stéréotypée où on fait ça comme ça.
C'est là où je vais réitérer ce côté que la biothérapie n'est pas un domaine où on s'y aventure, non. Ça demande de l'expertise. On dit que telle personne a telle douleur. Il faut savoir la cause de la douleur. Avant d'appliquer, voilà, le traitement. Quelquefois, vous n'avez jamais rencontré ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître le fonctionnement du corps. Il faut commencer par là. Il faut savoir le fonctionnement du corps. Donc, automatiquement, l'anatomie, la physiologie du corps humain. Et avant maintenant d'entrevoir chercher les substances naturelles qui peuvent concourir à ce traitement. Donc, à vous écouter, le rhumatisme ne devrait pas être quand même une des causes d'arrêt maladie, normalement, pour le travailleur. Lorsque le rhumatisme est très avancé, il faudrait, par exemple, le cas où il y a un assèchement, donc il faut une immobilisation. Donc, il faut un arrêt maladie. Par exemple, le cas d'une réaction auto-immune, où le système immunitaire s'attaque aux articulations. Le cas de la polyarthrite rhumatoïde. Là aussi, ça fait atrocement mal. Tout le temps. Tout le temps. Vous voyez? Bon, là, j'ai eu ce genre de cas, puisque les analyses ont été déjà faites dans les centres hospitaliers de renom. J'ai lu. Et moi aussi, j'ai appliqué ce que je sais. Il y a eu une amélioration. Mais le problème est que lorsque vous n'utilisez pas les produits en question, la personne ressent encore la même douleur. Vous avez déjà fait la liaison, peut-être un peu en filigrane tout à l'heure, mais comment des affections douloureuses au niveau des articulations peuvent affecter le cœur? Bien. Surtout les accidents cardiovasculaires. Oui. J'ai perdu une patiente dans ce cadre, au-delà de cette voie-là, et qui m'a fait beaucoup mal. C'était une patiente qui, sincèrement, était désespérée pour avoir fait plusieurs cliniques de renom. C'est là où je jette encore les fleurs à la biothérapie, sincèrement. Donc, un de ses fils qui est basé aux États-Unis a appris de moi que j'ai pu réanimer quelqu'un qui était dans le coma. Est-ce que je peux faire quelque chose pour sa maman? J'ai demandé de me renvoyer par WhatsApp les résultats d'analyse de sa maman et j'ai vu tout un panoplie de choses. Et il s'agissait d'une calcification de la carotide et une apparition de masse hypodonce au niveau cérébral. Bon, comme j'ai eu à traiter aussi des tumeurs de cerveau, les produits que j'ai utilisés pour ça sont les mêmes que j'ai utilisés pour la maman. La maman qui était souvent alitée et puis comme ça inerte, il faut la faire bouger. Après 2 ou 3 semaines de traitement, elle-même s'est relevée. Elle est assise, elle a parlé, elle a fait des vidéos. Vous voyez déjà. Donc le traitement continuait et elle a aussi, puisqu'il y a une calcification, donc ça veut dire qu'il y a un dépôt de cristaux dans la carotide. Donc, nous avons utilisé certains produits qui enlèvent ça. Vous voyez? Et tout allait bien. Et au niveau rénal aussi, puisque les urines aussi contenaient, bon, il y a ce qu'on appelle la lithiase, ça concourt à l'obtention des cristaux dans les reins. Quand j'ai constaté cela, nous avons aussi des produits qui dissolvent ça, les cristaux d'oxalate, de choses là. Alors, tout allait bien et je crois qu'il y a eu un décollement d'un cristal ou bien d'un caillot de choses là au niveau des reins qui a bloqué son urètre. J'étais pas là, j'étais en voyage comme je le fais souvent. Donc quand on m'a appelé, j'ai donné des instructions puisqu'il y avait les produits chez elle. Son fils très bien, talentueux, a pris soin d'elle, mais elle sentait toujours des douleurs. Donc, le fait de sentir, de souffrir atrocement, depuis minuit jusqu'à quelle heure? Je crois qu'à 14 heures, le fait de sentir trop de douleur agit sur sa respiration. Donc, et c'était le cœur. Il y a un produit bio qui aide à réanimer.
On lui a utilisé cela et ça a calmé, ça a encore repris. C'est là où j'ai demandé à ce qu'on voit une infirmière pour lui faire une injection d'anti-inflammatoire. Ben, le temps d'aller la chercher, elle a rendu l'âme. Donc, qu'est-ce que cela suggère? En 30 secondes, oui. on finit. Oui, qu'est-ce que cela suggère? Cela suggère qu'il faut tout faire pour éviter les douleurs insupportables. Parce que ça agit sur le cœur et les organes vitaux. Merci donc à vous, monsieur Aïtega Saturnin Yves Bulbo. Vous êtes biothérapeute, promoteur du centre biocuratif. Avec vous, nous avons parlé des solutions que propose la biothérapie face aux diverses formes de rhumatisme. Ce n'est qu'auparavant, on reviendra peut-être sur d'autres aspects de ces affections et également des solutions proposées par la médecine bio. Et bien, mesdames, messieurs, ce sera donc tout pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur One TV. À très bientôt. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.